Voilà, on est parti. Alors, on se retrouve ce soir donc, sur le thème de parfaitement cyclique. Donc, on va voir ce que ça implique et en tout cas l'approche que j'y mets. Alors, on commence par une petite citation. Il n'y a ni victoire ni défaite dans le cycle de la nature, il n'y a que du mouvement. Donc, ça, c'est une citation de Paolo Coelho. Je trouve qu'il illustre bien ce que je vais vous présenter. Alors, dans parfaitement cyclique, le premier mot, évidemment, sur lequel on tombe et qui nous interpelle, c'est le parfaitement. J'aurais pu aussi l'intituler parfaitement imparfaite. Et d'ailleurs, à la base, voilà, la conférence et la formation, c'était parfaitement imparfaite et cyclique, mais c'était un peu long. Donc, je me suis dit que j'allais partir sur parfaitement cyclique et qu'il y avait quand même ces deux notions. Donc, on va d'abord partir sur cette quête de perfection. Finalement, la perfection, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on regarde un peu la définition, alors attention, il y a un micro qui est allumé, je ne sais pas du coup qui a le micro. Donc, la perfection, il y a trois lignes dans la définition. Donc, c'est une qualité, état de ce qui est parfait dans le domaine esthétique ou moral. C'est aussi la réunion de toutes les qualités portées à leur plus haut degré. Et on trouve en tout cas dans la définition, le caractère de ce qui est infaillible. Et évidemment, on est dans une société où la quête de perfection, elle est permanente depuis qu'on est petit, que ce soit à l'école ou en grandissant, cette quête de perfection dans tous les domaines. Donc, vous voyez bien que dans cette définition, il y a vraiment ces notions-là de réunir toutes les qualités, caractère infaillible. Donc, on continue. Donc, si on va plus loin, ainsi les personnes qui sont dans la perfection, et pour faire une petite parenthèse sur la perfection en langue des oiseaux, qui est la per-affection. Donc, c'est une personne qui est en recherche de l'affection du père. Donc, la langue des oiseaux, c'est un décodage de la langue, en fait, avec une autre signification des mots, qui reprend la quête alchimique et dans laquelle voilà, on peut y lire toutes des significations qui sont vraiment profondes. Ça paraît des jeux de mots des jeux de mots vulgaires, mais chaque mot, en fait, voilà, c'est hyper profond et c'est hyper intéressant comme approche. Et donc, pour reprendre, ainsi, les personnes qui sont dans la perfection, elles aimeraient inconsciemment déjà avoir toutes les qualités. Et avoir toutes les qualités requises, ça engendre aussi de devoir n'avoir aucun défaut. Mais pourtant, ce qui n'est pas stipulé dans la définition, ce qui n'est pas mentionné dans la définition. Ainsi, l'angoisse des perfectionnistes peut donc venir du fait d'être critiqués ou d'être vus dans ce qu'ils ou ce qu'elles jugent être leurs défauts. Donc, les perfectionnistes cherchent ainsi à être irréprochables pour ne jamais être dans la position de celui qui n'est pas bien ou de celui qui fait des erreurs. Et là, vraiment, j'insiste sur ce mot, faire des erreurs. Ça pourrait presque être un gros mot. En France, en tout cas, voilà, dans notre société, ça, c'est vraiment un gros mot. Donc, quelque chose qui est différent ou qui donne une opinion différente. D'accord? Donc là, on est vraiment dans la définition de la perfection et on voit du coup ce que ça engendre, en tout cas pour les personnes qui sont dans cette quête de perfection. Et pourtant, cette définition de ce mot perfection, donc qui a toutes les qualités requises, comme je le disais, on ne nous parle à aucun moment de défaut. On pourrait donc être parfait ou parfaite tout en ayant des défauts. Par exemple, si je vous donne l'exemple d'un poisson qui a toutes ses nageoires, ses branchies, il a toutes les qualités requises pour être parfaitement à l'aise sous l'eau, pour nager sous l'eau, et il est donc parfait pour la vie aquatique, mais pourtant, il a des défauts pour la vie terrestre. Donc, si on le transpose au niveau des humains, voilà. Et puis, quand j'ai continué mes recherches autour de cette perfection, donc en tapant sur perfection, quand vous tapez sur Internet ou quand vous faites des recherches, eh bien, vous allez tout de suite tomber sur teint parfait. Voilà, un teint parfait, qu'est-ce qu'un teint parfait? Et par exemple, là, je vous ai mis une image. Le teint parfait, c'est un teint qui est lisse.
vous allez tomber sur cheveux parfaits. Et cheveux parfaits, ce sont des cheveux qui sont lisses. Visage parfait, c'est un visage voilà, qui a les traits lisses, un peu comme des traits de bébé, un peu comme des traits voilà, de lisses et de bébé. Un fruit ou un légume parfait, ce sont des fruits ou des légumes qui sont bien brillants, qui n'ont pas d'aspérité. Voilà, une pomme, elle doit être bien rouge, avec une forme voilà, bien ronde. Et ça, on va juger que c'est un fruit qui est parfait. Et sur le côté, donc vous pouvez voir, alors c'était une étude sur la femme parfaite. Alors à gauche, c'était la femme parfaite selon les femmes. Donc vous voyez, elle a les cheveux de la duchesse de Cambridge, voilà, le visage de Cara Delevingne, la poitrine de Jennifer Aniston, etc. Et à droite, c'est la femme parfaite selon les hommes. Donc là, par contre, les hommes ne mettent pas les cheveux lisses. Hein, pour la femme parfaite, ils les mettent plutôt bouclés. Donc avec les cheveux de Scarlett Johansson, le visage de Megan Fox, voilà, la poitrine de Kim Kardashian, etc. Donc vous voyez que cette quête de perfection, voilà, en tout cas là, ce dont je voulais vous faire prendre conscience, c'est vraiment associé au fait d'être lisse. Lisse, donc sans aspérité. Et d'ailleurs, on va aller voir ce que ça donne lisse. Donc le lisse, au sens figuré, c'est sans rien. Qu'est-ce que ça signifie? Sans rien qui ne puisse choquer ni étonner. Et donc on nous donne en exemple un jeune homme lisse et convenu. Donc quand on commence voilà, à descendre là, dans cette quête de perfection, donc déjà on a le premier cocktail détonnant qui est parfait dans notre société est égal à lisse. On continue. Donc, en application, qu'est-ce que ça donne? Un enfant lisse et parfait. Qu'est-ce qu'il fait un enfant lisse et parfait? Il obéit à ce qu'on lui dit, il ne bouge pas trop, il bavarde pas trop, il pose surtout pas trop de questions, pas trop curieux. Surtout, il reste bien dans le moule, il reste bien à sa place, il ne se lève pas, il bavarde pas, etc. Ça, c'est un enfant lisse et parfait dans notre société. Un étudiant lisse et parfait, mais il n'a jamais sauté de classe, il n'a jamais redoublé de classe. Je marque qu'il n'a jamais sauté de classe, mais c'est l'inverse. Il n'a jamais redoublé de classe. Il a suivi du coup un cursus sans encombre. Voilà, un parcours qui est cohérent. Peut-être qu'il a eu son bac S avec mention. Il a fait des études de commerce. Et alors, s'il a le bac +5, là, il est vraiment lisse et parfait. On pourrait rajouter aussi s'il a fait une année à l'étranger. Hein. Maintenant, c'est rentré plus dans la norme. Un CV lisse et parfait. Alors là, c'est un CV vraiment qui est cohérent aussi, hein, qui n'a pas de trous, surtout pas de trous dans votre CV. Il faut toujours avoir l'expérience dans le même domaine. Il faut vraiment que ça reste quelque chose qui est lisse, où il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de quelque chose qui est anormal. Ou, voilà, pour la petite anecdote, j'ai un appel découverte samedi dernier d'une personne justement qui me disait qu'elle cherchait du travail et qu'elle se sentait un peu dépitée puisque ça faisait 1 an, donc depuis le Covid, qu'elle était chez sa maman qui était malade et qu'elle avait dû s'arrêter pendant 1 an pour la garder. Et que quand elle s'était mise en recherche d'emploi, donc elle est allée voir Pôle emploi, elle a fait des ateliers sur LinkedIn, etc. Et puis tous lui ont dit, mais oui, il faut vraiment que dans votre CV, vous notiez absolument que pendant cette année, vous avez travaillé, que vous avez travaillé dans le domaine où vous étiez aussi là depuis de nombreuses années, parce que sinon, ça ne va pas le faire en fait quand vous allez vous mettre à chercher du travail. Voilà, donc elle me faisait part vraiment de cette pression qu'elle pouvait ressentir par rapport à ça. Et du coup, elle se sentait honteuse, hein, elle était dans la culpabilité hein, de s'être arrêtée pendant cette année-là. Et surtout, elle se sentait mal à l'aise de devoir mentir quelque part et de devoir donner une fausse image d'elle-même, que ce soit sur son CV et en même temps, après, d'arriver aux entretiens et puis de continuer à mentir et à faire semblant. Donc, on continue. Un employé lisse et parfait. Lui aussi, tiens, on retrouve comme l'enfant finalement. Hein. Un employé lisse et parfait, il obéit à ce qu'on lui dit, il ne bouge pas trop, il ne bavarde pas trop, il ne pose pas trop de questions et surtout, il reste dans le moule.
Une mère lisse et parfaite. Bon, alors là, on change un peu de registre, ça fait un peu une introduction sur la suite, mais une mère lisse et parfaite, elle se sacrifie pour ses enfants, elle est multitalent. Alors, toutes les mamans sont multitalents avec tout ce qu'elles savent faire, mais là, c'est plutôt des talents dans... Elle joue avec ses enfants, elle fait des ateliers de do-it-yourself, elle sait cuisiner comme une chef cuistot, elle fait tout maison, elle crie jamais sur ses enfants, etc. Ah. Et en continuant dans ma recherche sur la perfection, le lisse, et donc sur le moule, etc., je suis tombée sur la notion de fiabilité. Alors, la fiabilité, c'est associé à la crédibilité, la fidélité, l'infaillibilité, tiens, on y revient, comme dans la perfection, la loyauté, la sécurité, la vraisemblance. Et quand on regarde les définitions, un des principaux dictionnaires de la langue française, hein, quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, bon, jusque-là, rien de choquant, de surprenant. Et quelqu'un qui est fiable, c'est aussi par la constance, hein, la constance qui est une manière importante de montrer que vous êtes une personne fiable. Donc, cette définition-là que je vous donne, hein, la constance est une manière importante de montrer que vous êtes une personne fiable. C'est vraiment les premières définitions que vous allez trouver hein, en tapant sur Internet. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, alors là, on a encore plus, on a un méga cocktail, hein, on est dans le super cocktail. Hein, donc, le parfait est égal au lisse, est égal à la norme, hein, être dans le moule, est égal à fiable. Et dans cette notion de fiabilité, il y a aussi cette notion de constance. Jusque-là, est-ce que ça vous parle? Vous pouvez écrire, même si je ne vois pas les messages, mais n'hésitez pas à mettre vos ressentis et puis voilà, ce que ça vous évoque, en tout cas. Donc, tous les êtres non parfaits, quand on reprend tout ça, ils font des erreurs, ils ont des défauts, ils ne sont pas normaux, ils sont non fiables, ils sont irréguliers, ils sont changeants. Alors, la bonne nouvelle, hein, que tout le monde se détende, c'est que nous sommes tous et toutes parfaitement imparfaits. Ou parfaits, simplement. Même avec ce que l'on juge imparfait de nous. Et surtout ce que nos petits jeux, donc nos petits jeux, nos petites personnalités construites, et donc nos petits jeux, hein, les jeux auxquels on s'adonne quand on laisse un peu trop de place peut-être à cette personnalité construite à l'intérieur de nous. Donc à gauche, du coup, vous voyez la courbe hein, d'une personne parfaite, lisse, qui ne fait pas de vagues, qui est constante, donc qui est régulière, qui est linéaire. Donc ça nous rappelle quelque chose, hein, l'électrocardiogramme. Là, c'est plutôt la mort là, hein, sur cette image-là. Et à droite, vous voyez l'électrocardiogramme d'une personne qui est en vie, tout simplement. Donc qui serait une personne imparfaite, non lisse, non fiable, singulière, irrégulière. Et j'ai envie de rajouter une personne qui sera en évolution. Alors, je vais vous faire écouter une petite chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, de Eddie de Pretto, qui est assez engagée hein, dans dénoncer justement tous les conditionnements et dans ses textes. Et donc, je suis tombée aussi dans mes recherches sur cette chanson qui s'appelle Parfaitement. Et donc, je vous en fais écouter un extrait, vous pourrez aller écouter la suite. Hein. Alors, je vais vous avancer un petit peu. Je ne serai jamais assez par rapport à toutes tes envies. Mais tu vois, c'est aussi joli. Je n'ai jamais vu de taches sur les visages, grand sourire de ces gens cousus tout tight. Une vie où rien ne transpire. Faut bien que je me démarque. Je ne veux pas d'une vie de cire. Je préfère prendre toutes les marques. Tu me dis que personne me dicte. J'ai raté ma vie, putain. Je suis pas comme tu m'as dit, putain. J'ai pas fait de crédit, putain. Pis, ni même acheté de chien. Parfaitement, je ne serai jamais comme t'es. Car j'ai rien fait comme tu m'as dit. Et tu vois, je souris aussi. Parfaitement, je ne serai jamais assez par rapport à toutes tes envies. Mais tu vois, c'est aussi joli.
Voilà, bon, on pourrait écouter toute la chanson, mais je vous invite à l'écouter si vous avez envie voilà, d'aller voir la suite des paroles. Donc, il faut bien que je me démarque, hein. Je ne veux pas d'une vie de cire. Je préfère prendre toutes les marques d'une vie que personne ne me dicte. Voilà, ça vous donne un peu l'esprit de cette chanson. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on continue. Le changement, pourtant, dans tout ce que l'on vient de voir, eh bien, c'est une loi naturelle de l'univers. C'est une loi qui s'applique à tout ce qui existe, que ce soit dans la nature, dans l'univers, et ben, l'être humain, il en fait complètement partie. Rien n'est permanent hormis le changement. Ça, c'est une phrase qui est connue, mais c'est quelque chose qui est, ben, on ne peut plus vrai. Et donc, l'être humain, il s'inscrit parfaitement dans cette impermanence. Notre corps change, nos goûts, nos idées, notre personnalité, voilà, on grandit, on évolue sans cesse. Et le changement, on pourrait dire que c'est une force de vie, en fait, qui est complètement motrice. Et pour aller plus loin, on pourrait même dire que vie et changement sont deux synonymes. Donc là, vous voyez qu'on commence à aller à l'encontre de cette notion de perfection. Et je vais vous parler un petit peu du modèle d'Hudson. Alors, Frédéric Hudson, c'était un docteur de l'Université de Columbia. En fait, c'était un des pères fondateurs du coaching et qui a mis en place cet outil. Alors, ce n'est pas le premier du tout à avoir parlé des cycles, etc. Hein, plein de personnes en ont parlé. Mais en tout cas, lui, dans le domaine du coaching, c'est un des premiers qui a parlé de ces cycles-là avec les outils associés. Et donc, il a abordé les cycles comme des chapitres de notre vie hein, qui se répètent sans cesse. Alors, on pourrait dire qu'il y a une forme de constance finalement dans les cycles, mais même si à chaque nouveau cycle, il y a des changements en fait, qui s'opèrent et on a toujours un autre regard sur la situation. Et au fur et à mesure qu'on est dans un éveil de conscience, évidemment, on prend plus de recul et on a toujours notre position, un autre regard en fait sur la situation, et même si ça vient se répéter d'une certaine manière ou des événements nous semblent se répéter, eh bien, en ayant ces prises de conscience et cette conscience, justement, on peut évoluer et faire changer les choses. Alors, le cycle d'Hudson, donc, il est divisé en 4 étapes. Donc, la première, et on va la redétailler juste après. Hein. Donc, la première qui est une phase d'élan. Une fois qu'on a fini notre élan, que c'est moins enthousiasmant, ce qu'on est en train de mettre en place, etc., on rentre dans une phase de déclin. Et puis, ce qu'on voit en majorité, hein, dans la majorité des cas, beaucoup de personnes vont faire élan, déclin. Et une fois que je suis en déclin, eh bien, je vais me remettre tout de suite dans un nouvel élan. Donc, j'ai un projet, c'est super, je me sens bien. Et puis, au bout d'un moment, je m'ennuie et puis j'ai envie de passer à autre chose. Donc, du coup, je vais changer de voiture, je vais changer de décoration de mon salon, je vais changer de poste, je vais changer d'entreprise ou je ne sais quoi. Et finalement, quand on reste bloqué dans le 1 et le 2, bien, on fait seulement des mini-transitions. Il n'y a pas de transformation profonde qui commence à s'opérer. Une fois qu'on commence à s'autoriser à descendre, donc dans la phase 3, qui est la phase appelée de marasme, eh bien, là, on va s'autoriser à descendre dans des émotions qui sont plutôt négatives, qu'on va juger négatives, évidemment. Toute émotion a son utilité et toute émotion a son message. Mais quand je dis émotions négatives, voilà, ça va être plus des émotions de tristesse, peut-être de désespoir, des moments où on ne se sent pas bien, etc. Et dans cette phase 3, quand on s'autorise justement à vivre pleinement ces émotions, et qu'on ne se relance pas tout de suite dans un nouvel élan, eh bien, il y a la phase 4 qui va être la phase de réintégration. Et donc, la phase de réintégration, c'est quand on est venu transformer, quand on a laissé mourir des parts de nous et qu'on remet en place petit à petit des actions avec justement ce nouveau nous, cette nouvelle personnalité ou ces nouvelles ouvertures qu'on a créées à l'intérieur de nous. Donc, je vais vous le redétailler. Voilà. Alors, pour le voir un peu plus dans le détail, donc déjà, vous pouvez le voir avec la métaphore du papillon, avec le cycle du papillon.
Donc, l'élan, ben, c'est un petit peu la phase de l'œuf. Donc, on couvre on est dans le nouveau projet, dans notre nouveau bébé. Donc là, on ressent plutôt de l'excitation. On est plutôt dans la prise de risque. On est dans le rêve, dans le plan. Peut-être que j'entre dans une nouvelle carrière, peut-être que je vais me marier. J'ai un but, je me sens créative. Mon énergie est plutôt centrée sur la réalisation. Je planifie mes actions par ordre de priorité, j'agis. Voilà, donc là, c'est dans notre phase d'élan. Et ensuite, si je n'apporte pas suffisamment de nouveautés ou si je ne maintiens pas finalement cette énergie de plaisir ou de joie, eh bien, je vais rentrer dans une phase plateau. Et suite à ma phase plateau, eh bien, je vais commencer à rentrer dans la phase de déclin. Donc là, il y a plutôt des problèmes de résistance. On a plutôt tendance à accuser ce qui se passe à l'extérieur de nous. On se dit, oh là là, mais je n'ai pas le temps, ou c'est à cause de je ne sais quoi, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de l'ordinateur, c'est à cause de je ne sais quoi. En tout cas, on commence à accuser un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et on commence à rentrer dans des énergies plutôt de colère. Là. Jusqu'à ce peut-être qu'on a une phase où on fait du tri, on commence à faire du tri, à se dire, alors voilà, qu'est-ce qui est bon à garder ou pas, et à ce qu'on s'autorise à descendre. Ah, donc je vois en haut quelque chose qui clignote. Bon, c'est peut-être une personne. Ou c'est peut-être juste un message. Bref, donc on s'autorise à descendre. Et donc là, donc dans la phase 1 et dans la phase 2, on est plutôt dans des hautes énergies. Et quand on s'autorise à descendre, on va rentrer plus donc dans une phase de remise en question, dans une phase de prise de conscience. Et là, en fait, on va commencer à tourner la lumière sur nous dans cette phase-là. Plutôt que d'accuser l'extérieur, on va commencer à se dire, mais tiens, s'il se passe tout ça autour de moi, hop, j'admets la personne, s'il se passe tout ça autour de moi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait qu'il y a tout ça qui se produit, ou qui fait que j'arrive pas à avancer sur tel ou tel sujet. Et donc, on commence à rentrer dans une phase de responsabilité et commencer à comprendre que bien finalement, tout ce que je pense, tout ce que je ressens et tout ce que je vibre, va faire que j'attire à moi les situations et les personnes voilà, pour mon chemin d'évolution. Mais ça encore, c'est des choses aussi qui s'intègrent dans cette phase-là. Et donc, une fois qu'on s'autorise à descendre, c'est là où on va aller venir révéler nos trésors intérieurs, finalement, tout ce qui était enfoui. Et c'est dans cette phase aussi où on laisse mourir ce qui doit mourir. Donc, on laisse partir des choses qui étaient lourdes, des croyances, des choses sur lesquelles on était attaché, des résistances, des relations sur lesquelles on s'accrochait et puis finalement on se rend compte que ça n'en valait pas la peine et on rentre à ce moment-là dans un processus de plus de paix, de pardon et surtout de pardon envers soi. Parce que pardonner quelqu'un, c'est plus facile que de se pardonner soi. Et pardonner, c'est pas oublier, c'est accepter qu'on a fait comme on a pu avec le niveau de conscience qu'on avait. Et en tout cas, on se pardonne pour être en paix nous-mêmes et pour couper finalement des liens qui peuvent subsister et des liens toxiques dans des relations qui n'ont plus lieu d'être. Donc tout ça, voilà, c'est accepter de descendre, de vivre des émotions, vivre pleinement nos émotions, là qu'elles soient de tristesse, de colère, peut-être des deuils. Il y a un deuil aussi qui s'opère. Et une fois qu'on descend et qu'on s'autorise à rester dans cette phase, on rentre dans la 4e phase, comme je le disais tout à l'heure, donc qui est la phase d'intégration. Donc là, c'est vraiment se laisser le temps de reposer petit à petit des actions avec tout ce qu'on vient de révéler à l'intérieur de soi et
et puis de se laisser le temps, justement, de laisser mûrir des projets qu'on a envie de mettre en place. Et donc là, voilà, on est dans une nouvelle identité, on se sent plutôt dans notre puissance, hein, ça commence à monter, on se sent plutôt en paix, et là, on est vraiment dans la phase du papillon, en fait, hein. Le papillon qui commence à prendre son envol, on est dans un processus de métamorphose. Et une fois que je suis devenue papillon, à ce moment-là, bien les projets que je vais venir lancer, eh bien, ils vont être alignés à la nouvelle identité finalement que je viens de révéler à l'intérieur de moi. Donc, vous voyez, quand on respecte vraiment chacune de ces phases, c'est là où ça donne lieu finalement à un projet aligné, une offre alignée si on fait de la vente en ligne, un programme aligné, voilà. Peu importe le projet que l'on a, en tout cas, quand on s'est autorisé à rentrer dans ce cycle, eh bien, ça va donner, on va être dans beaucoup plus d'alignement, et du coup, on va attirer à nous le plus de succès, plus d'abondance, en tout cas, dans tous les domaines, que ce soit, voilà, si on était dans un nouveau projet amoureux ou dans un nouveau projet professionnel, peu importe. Et donc, vous voyez que ces 4 phases qui nous sont proposées par le modèle d'Hudson, eh bien, on pourrait y mettre le cycle des saisons, mais on va y revenir tout à l'heure, hein, sur les cycles féminins. On peut aussi relier la roue de la médecine. Donc là, voilà, avec les 4 phases aussi, la phase de la nuit, le terre-hiver, la phase du matin, qui est l'air, le printemps, la phase du sud et la phase de l'ouest, avec les 4 directions. Et on peut venir aussi y relier les cycles lunaires, évidemment, les 4 grands cycles de la Lune. Et si on regroupe un peu tout ce qu'on vient de voir, eh bien, il y a évidemment les cycles féminins. Donc là, c'était les 4 visages, hein, que je vous proposais sur le visuel. Et donc, dans ces cycles féminins, on va venir le détailler juste après, eh bien, on a une période plus de réflexion, une période plus dynamique, une période plus expressive et une période plus créative. Là, c'est un résumé, hein, des 4 phases. Et donc, cette première phase, eh bien, pour entrer dans le cycle féminin, et qui est lié au cycle de la Lune, hein, c'est Miranda Gray, hein, qui a mis en exergue, qui a relié, hein, les cycles féminins au cycle lunaire. Donc là, je reprends les principales caractéristiques, mais pour vous les présenter sous un autre angle, hein, qui est se pencher en fait sur ces archétypes, parce qu'elle y a relié aussi les archétypes. Donc, nous permettre de nous relier finalement à ces archétypes, c'est se permettre de nous relier à différentes facettes de nous. Et donc, le premier, c'est l'archétype de la femme sage, ou qui est encore l'archétype de la sorcière ou de la grand-mère. Et donc ça, c'est pendant la phase menstruelle, hein, c'est la phase de la nouvelle lune. Et vraiment, les mots-clés pour cette phase, c'est l'introspection, l'intuition, le bilan, le repos, les cycles de vie et de mort. C'est la saison de l'hiver. Et donc, dans ces aspects positifs, eh bien, ça va donner une femme qui est spirituelle, magique, visionnaire, réceptive, connectée à la terre. Et dans ces aspects négatifs, donc dans ces ombres, eh bien, ça peut donner un manque de confiance, angoissée, égocentrée, contrôlante, voire présomptueuse. Donc ça, c'est vraiment l'archétype qui est le plus réprimé, hein, des 4 archétypes féminins, celui-ci, hein, parce que il est vraiment connecté à l'interdiction, à la punition. Il est lié aussi à la peur de la mort. Et cette femme sage, hein, cette sorcière, cette grand-mère, eh bien, elle incarne vraiment la force sauvage et imprévisible du féminin, finalement. Et en plus, elle a des capacités qui sont extrasensorielles, sensibles,
C'est une phase où on est lié au mystère de la vie, au mystère de la mort. Donc c'est une phase de notre cycle qu'on a plutôt tendance à réprimer. En tout cas dans notre société, elle l'est complètement. Voilà, je sais pas pour vous. On en discutera tout à l'heure, hein, où vous en êtes dans ces cycles. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous vous autorisez à vivre chacun de ces visages, en fait, voilà, qui sommeillent à l'intérieur de vous, hein, plus que s'attacher vraiment voilà, au cycle de la Lune, etc. Et donc, certains des conditionnements, finalement, en tout cas, c'est ces conditionnements-là qui me sont venus en premier, hein, des conditionnements qui pourraient nous empêcher, finalement, d'incarner cette phase-là. Eh bien, c'est déjà, il peut y avoir un rapport de, justement, cette phase plus mystique, cette phase où on revient dans son intériorité, cette phase plus spirituelle. Bien, c'est souvent associé tout de suite à la religion, au dogme religieux. C'est aussi associé au perché, hein, voilà, les femmes qui sont connectées justement à cette spiritualité, voilà, on peut plutôt les alors les femmes et les hommes, hein, d'ailleurs, on peut les qualifier, voilà, de perchés, de pas normal, hein, pour reprendre, voilà, qui est en dehors de la perfection. Vraiment, là, on sort complètement du cadre, de la norme dans cette phase-là. Il y a aussi évidemment la mémoire des sorcières, hein, qu'on faisait brûler sur les bûchers, et ces sorcières qui étaient capables d'affronter leurs ombres et de libérer une telle puissance, qu'elles en faisaient peur, et voilà, qu'on était prêt à les tuer, hein. Si on continue dans les conditionnements, mais il y a aussi prendre du temps pour soi, donc s'isoler, qui est plutôt le principe, hein, de cette phase-là, où voilà, dans une phase d'introspection, de repos, on fait le calme à l'intérieur de nous et on se coupe aussi de l'extérieur. Eh bien, finalement, prendre du temps pour soi, s'isoler, dans notre société, c'est plutôt vu comme un acte égoïste. Voilà, hein, que ce soit en famille ou aux yeux des autres. Et puis, déjà, évidemment, quand on est dans une société, alors dans une entreprise, c'est pas une phase dans laquelle on peut adapter nos horaires de travail ou autres. Et puis, le fait de ralentir aussi, du coup, c'est lié à la non-constance, donc au non-parfait. Et donc là, on rentre aussi dans tout ce qui est culpabilité, hein, culpabilité de ralentir. Et puis, c'est une phase où on est très sensible, et on a tendance, évidemment, à associer la sensibilité à de la sensiblerie. Et là encore, à rejeter cette partie-là de nous, les femmes, et en tout cas la société aussi, à rejeter les émotions ou la sensibilité. Donc, on continue, hein, avec la deuxième phase de notre cycle. C'est le cycle de la jeune femme. Donc, c'est l'archétype de la jeune femme, l'archétype de la Vierge ou l'archétype de l'Amazone. Donc là, on est dans la phase préovulatoire. Donc, on est dans la lune croissante. Donc là, les mots-clés, c'est plutôt l'enthousiasme, l'énergie, le plaisir, la puissance, la motivation. On est dans la saison du printemps. Dans les aspects positifs, ça donne une femme puissante, engagée, dynamique, ordonnée, gracieuse. Et puis, dans ces aspects négatifs ou ces ombres, ça peut donner un côté tyran, exigeante. Et quand je dis dans les ombres et les aspects négatifs, c'est ce que ça peut donner chez nous, mais c'est aussi ce qu'on peut nous renvoyer de nous, surtout. Donc, là, un aspect tyran, exigeante, agressive, dans la compétition, perfectionnisme, on y revient, angoissée, voire rigide. Donc, cette deuxième archétype, hein, la Vierge, c'est la gardienne de la santé du foyer, et elle transcende tous les autres archétypes du féminin. Et puis, elle les combine avec les qualités de leadership. Donc, finalement, elle est censée offrir des qualités de responsabilité avec une énergie combative, voire de guerrière. Et elle incarne la conscience du collectif en tant que leader engagé. Voilà, responsable de la sécurité et du bien-être de tous.
Et bien évidemment, on va le voir juste après, tous ces aspects-là nous renvoient aussi à des conditionnements. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas pleinement à vivre ce visage-là et cette phase-là de notre cycle? Eh bien, il peut déjà y avoir la puissance. Voilà. Est-ce qu'on ose pleinement aujourd'hui, voilà, en tant que femme, révéler notre puissance? Et est-ce que révéler sa puissance, ça veut dire être dans son pouvoir ou prendre le pouvoir sur les autres? Et c'est ça, en fait, souvent qu'on va retrouver dans le fait de ne pas oser libérer sa pleine puissance. Quelque part, on peut aussi avoir peur de notre propre pouvoir, mais pouvoir qu'on est censé exercer sur notre vie et sur nous-mêmes. Et évidemment, cette puissance qui n'est pas faite pour venir prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Donc, il y a aussi le fait, du coup, dans la phase de la jeune femme, c'est vraiment l'entrepreneur, la leader. Et bien dans le monde d'aujourd'hui ou dans notre société, même si c'est fortement en train de changer, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement accepté. Les femmes entrepreneurs, les femmes qui prennent leur place de leader. Puis, on a peu de modèles aussi, voilà, que ce soit dans la politique, que ce soit en tant que chef d'entreprise, que ce soit dans tous les domaines. Donc, c'est en train d'évoluer, évidemment, que c'est en train de changer depuis quelques années où les femmes, justement, sont en train de reprendre leurs responsabilités, leur pouvoir et sont en train de révéler leur puissance. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on n'ose pas aussi pleinement. En tout cas, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes toutes dans cette transformation-là et dans ce désir-là. Et puis, dans ce qui peut nous bloquer aussi, c'est dans cette phase, c'est que parler de soi, c'est tout de suite, ça veut tout de suite dire se mettre en avant. Et donc, se mettre en avant, là, voilà, on va retrouver se vanter, se la péter. Ça peut entraîner des jalousies ou se raconter aussi que les gens, que ça va créer de la jalousie. Et puis, oser se mettre en avant, forcément, nous expose aux critiques. Et là aussi, c'est un des plus gros conditionnements qui peut nous freiner. Alors là, déjà, pour vous donner une des clés par rapport à la critique, c'est que quand justement on perçoit le monde en se disant que chaque personne finalement voit le monde à sa façon, avec ses filtres, avec ses conditionnements, avec ses valeurs, avec ce qu'il a validé pour vrai, avec ses croyances. C'est une façon de voir le monde dans laquelle on peut se rendre compte que finalement, tout ne parle que de nous. Donc, la vie est comme un grand miroir. Et quand j'admire quelqu'un, c'est que je vais y reconnaître des qualités que j'ai à l'intérieur de moi, ou en tout cas qui sommeillent en moi, ou qui m'interpellent, donc qui me parlent, peut-être qui font écho à mes valeurs. Et à l'inverse, quelqu'un aussi que je peux avoir tendance à juger ou à critiquer, là aussi, me renvoie à une partie de moi-même. Alors là, une partie moins lumineuse, donc ma partie ombre, que j'ai tendance à vouloir masquer ou à ne pas aller explorer en tout cas. Et donc finalement, quand on élargit ça, à chaque fois que quelqu'un vous critique ou que vous critiquez quelqu'un, finalement cette personne, c'est de vous dire que elle ne parle que d'elle-même. Et c'est tout simplement qu'à ce moment-là, vous lui renvoyez une partie d'elle-même, bien qui est touchée. Voilà, qui est touchée. Et du coup, voilà, c'est tout le monde, toute personne sur la Terre, finalement, est un effet miroir. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite clé sur cette notion du regard de l'autre, en tout cas, et de cette peur du regard de l'autre, et qui est complètement un des gros freins de cette phase de la jeune femme ou de cet archétype-là.
Et puis, entreprendre aussi, hein, en particulier voilà, pour les femmes, c'est aussi ce qu'on peut avoir en conditionnement ou en arrière-plan, c'est rentrer dans une compétition, dans une forme de compétition, voilà, dans quelques domaines que l'on soit. Alors, on continue notre troisième phase. Donc, le troisième archétype, qui est celui de la mère, donc qui est aussi l'archétype de la déesse, l'archétype de la reine. Donc là, on est dans la phase ovulatoire, c'est le moment de la pleine lune. Donc les mots-clés, là, c'est plutôt l'abondance, l'action, l'expansion, l'amour, la sociabilité. Donc c'est la saison de l'été. Donc dans ses aspects positifs, c'est une femme qui est plutôt dévouée, douce, bienveillante, chaleureuse, fertile, communicante. Et dans ses ombres, elle peut être perçue, ou peut-être qu'elle peut l'être, froide, dans l'abandon de soi, étouffante, culpabilisante, voire manipulatrice. Alors cet archétype, c'est celui qui est le plus apprécié de la société patriarcale. Cet archétype-là, c'est souvent celui avec lequel on peut se sentir la plus proche, mais vous me direz ensuite quel archétype vous allez le plus parler et lequel dont vous vous sentez la plus proche. Donc, c'est la nourricière, la soignante, la protectrice, l'accueillante, l'expansive. C'est vraiment celle qui crée un espace de sécurité aussi autour d'elle et de ceux qu'elle aime. Et donc, elle incarne une énergie créatrice de lien et peut nourrir le monde par son amour désintéressé. Voilà. Donc, dans les conditionnements qu'on va retrouver autour de cet archétype-là, eh bien, ça va être le soi parfait. Là, il a complètement sa place par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Donc là, c'est tu vas pouvoir être parfaite partout, à 100%, dans tous les domaines, avec tout le monde. Il y a aussi le fait plaisir qui est présent. Hein. Tu vas pouvoir faire plaisir à tout le monde, même à ton détriment et surtout à ton détriment. Surtout, fais plaisir aux autres. Dis toujours oui, va dans leur sens, occupe-toi des autres, etc. Et puis, cet archétype, il vient réveiller le sauveur en nous. Donc, le sauveur, c'est celui qui veut aider tout le monde et qui a les solutions aussi, qui a les solutions pour tous les autres. Et comme ça, il ne s'occupe pas de lui-même. Et puis, en inconscient, c'est celui qui sait mieux que les autres aussi. Voilà, le sauveur. Le faire, il est beaucoup plus valorisé dans notre société que l'être. Ça, je ne vous apprends rien, mais en tout cas, ça peut être un déconditionnement dans cette phase-là. Et puis, on retrouve aussi, là, vu que c'est la mère, l'image de la mère, qu'on soit mère ou pas d'ailleurs, en tout cas, on va être marqué par cette image de la mère parfaite qui va se sacrifier pour les autres. Donc là, ça rejoint aussi le fait plaisir, soit parfait et sauve-les tous. Et puis, dans la dernière phase, donc c'est la phase de la femme sauvage. Donc là, on est dans les archétypes de l'enchanteresse, de l'amoureuse aussi. Donc c'est la phase prémenstruelle. Donc on est dans la phase de la lune décroissante. Là, en mots-clés, on a la vulnérabilité, l'acceptation, la créativité, la beauté, l'animalité. On est dans l'automne. Donc, dans les aspects positifs, ça va donner l'amoureuse, la résiliente, la courageuse, la charmeuse, l'intuitive, la sensible, l'artiste. Et puis, dans ces ombres, les aspects négatifs, eh bien, ça peut donner qu'elle soit obsessive, égoïste, ou qu'elle soit perçue, j'insiste, comme obsessive, égoïste, dépendante, distante, honteuse du corps, déconnectée de ses besoins. Donc là, vraiment, cet archétype, il vient toucher la corde sensible du contrôle, parce qu'on est vraiment dans une phase, justement, où nos énergies fluctuent totalement. Et donc ça, on l'a vu que dans notre société, c'est pas OK. Nos émotions fluctuent totalement. Ça non plus, c'est pas OK. On peut ressentir de la colère. Et alors là, dans les émotions, surtout pour une femme, c'est celle qui est la moins OK. Une femme qui se met en colère, on va être traitée de folle, d'hystérique ou je ne sais quoi. Tout ce qui est imprévisible, c'est pas OK. Et là, on est complètement dans cette phase-là.
La séduction, donc le charme, ben, ça peut être perçu comme de la manipulation. Et puis, dans cette phase en blocage aussi, voilà, ce qui peut en tout cas nous bloquer, c'est on va associer la créativité aux artistes. Voilà, on va se dire, on va avoir ces programmes-là, en tout cas, qui sont ancrés. La créativité est réservée aux artistes et la créativité, c'est forcément quelque chose de manuel. Alors que si on dégrossit, la créativité, c'est simplement avoir des idées et mettre en œuvre nos idées, quelles qu'elles soient. Donc, ce n'est pas du tout la créativité, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux artistes. Même si, évidemment, les artistes sont ultra créatifs et eux sont complètement dans ces phases et s'autorisent à vivre. C'est pour ça qu'on dit que voilà, les artistes, ils sont un peu olé olé et qu'ils ont leur phase créative, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et eux, en tout cas, ils s'autorisent à les vivre et à laisser sortir et émerger ce qui est prêt à être créé. Voilà, donc c'est terminé pour la présentation. Et donc, tout ce dont je viens de vous parler, en fait, va faire partie d'un petit programme de groupe, donc parfaitement cyclique, c'est le même nom. Et donc, pour vous présenter un petit peu le programme, donc ce sera 5 semaines donc, pour te déconditionner et incarner toutes ces facettes de toi. Et donc, ce sera le format de 1 live par semaine. Donc, ce sera les mardis soirs à 20h30, comme on l'a fait ce soir. Donc, ça débute le 13 avril. Ce sera sur Zoom. Donc, voilà, pour créer aussi un cocon, un espace où, dans lequel vous pouvez vous sentir en sécurité, libre en tout cas d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer et de vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc, il y aura 4 lives sur chacune des facettes et des archétypes qu'on vient de voir. Et vraiment, l'objectif, l'angle sous lequel j'ai abordé ce programme, c'est vraiment le déconditionnement. Voilà, le déconditionnement, c'est un coaching de groupe. On est vraiment dans des outils de coaching. Et la notion de coaching, ça implique vraiment la notion d'action, de changement. Et puis, il y aura un 5e live qui sera finalement la réunification de toutes les facettes de nous-mêmes et voilà, dans lequel aussi je pourrais répondre à toutes les questions que vous avez eues pendant… même si on y répondra au fur et à mesure, mais ce sera le moment des questions-réponses et puis surtout de cette réunification de toutes les facettes comme on l'a vu. Donc évidemment, le fait d'être en groupe, ça crée une dynamique, ça crée une force supplémentaire. Il y a aussi beaucoup d'effets miroirs dans un groupe. On rencontre des personnes, il y a des belles rencontres qui se créent. Et puis quand une personne pose une question, forcément, ça vient faire écho à nous, puisqu'on l'a vu, de toute façon, tout ne parle que de nous. Donc, c'est pour ça que c'est bien dans un groupe aussi. Quand on est plusieurs, on a plusieurs miroirs de nous-mêmes. Et puis, c'est l'énergie, en fait, qui va venir se créer dans ce cocon qu'on va créer tout ensemble, qui va faire que les transformations vont pouvoir opérer. Et puis, il y aura évidemment des explorations intérieures. Le but, c'est vraiment que vous puissiez aller encore ouvrir des espaces à l'intérieur de vous et aller débloquer ce qu'il y a à débloquer, lâcher ce que vous avez envie de lâcher. L'objectif, c'est vraiment que vous repartiez bien plus légère, que vous reconnectiez plus à des espaces de joie, que ça vous ouvre le champ des possibles et que ça vous sorte aussi de la culpabilité, justement, en voyant toutes ces facettes-là et de voir que toutes les femmes, en fait, vivent toutes ces phases et que c'est complètement OK. Et qu'en plus de vivre toutes ces phases, on est en permanence dans les cycles, comme on l'a vu au début, le cycle d'Hudson, avec les phases d'élan, etc., de marasme. Ça, après, ça vient encore se rajouter dans les cycles dans lesquels on est, en fait. Donc, on est tout le temps dans des cycles. Donc, c'est complètement OK d'être dans quelque chose qui n'est pas constant. Et c'est comment, justement, accepter tout ça, comment le vivre, comment bien le vivre et comment se reconnecter à sa joie d'être. Et la joie d'être, c'est pas youpi, j'ai gagné je sais pas quoi, ou non, la joie d'être, c'est justement la joie de vivre, peu importe finalement ce qu'on vit.
peu importe les événements de la vie. Et accueillir aussi toutes ces émotions, parce que chacune des émotions, comme je vous le disais, c'est un message de notre âme, hein, c'est un texto de l'univers, hein, quand on sait les décrypter. Vraiment, on a le message et c'est précieux en fait de vivre ces émotions-là et de savoir les décrypter voilà, et de s'autoriser à vivre tout ce qu'on a à vivre finalement et de se rendre compte que au moins on lutte, au moins on résiste et au plus on est dans un flot de la vie, hein, ce fameux flot de la vie, où voilà, on surfe en fait sur la vague, hein, c'est ça cette fameuse expression, là, où on surfe sur la vague et on n'est pas en train de nager à contre-courant. Voilà, donc vraiment, hein, dans ce programme de groupe, c'est vraiment la joie, puisque ça, c'est quelque chose moi, que j'ai à cœur de transmettre que ce soit dans mes accompagnements individuels ou là dans les ateliers de groupe. L'objectif, c'est vraiment la joie d'être. C'est aussi que vous puissiez révéler votre puissance féminine, que vous reconnectiez aussi à votre masculin sacré, parce qu'évidemment, on n'est pas que dans le féminin, mais il y a aussi ce masculin, hein, qui est cette énergie aussi d'action, de détermination, de courage, comme on l'a vu notamment dans la deuxième phase, où on a besoin là, d'activer ce masculin et d'être dans le faire, mais d'être dans l'action juste, finalement. Cette action qui est guidée par notre intuition et par ce féminin qui se sent en sécurité pour pouvoir passer à l'action. Donc, on est aussi dans l'empouvoirment. Donc, ça, c'est vraiment le nouveau mot, mais je crois qu'il commence à rentrer et à être intégré. Hein. Mais c'est retrouver voilà, votre pleine responsabilité, votre plein pouvoir. Que vous reconnectiez à votre créativité, hein, comme on l'a vu dans la dernière phase. Mais après, la créativité, elle peut être là voilà, au quotidien avec vous, ou en tout cas, dans un certain moment, être capable de la libérer et de la vivre. Et là aussi, de faire sauter des verrous par rapport à ça, quoi, comme je vous disais, cette créativité qu'on va associer voilà, simplement à quelque chose d'artistique. Et puis, ça aussi, c'est dans tous les accompagnements. L'objectif, c'est toujours de créer des espaces d'ouverture hein, voilà, qui vont pleinement vers l'ouverture du cœur, en fait. Hein. Vers l'ouverture du cœur et vers un chemin de conscience, voilà, d'évolution. Donc, je vous remercie. Et puis, on va passer voilà, aux questions, au partage. Donc, je vais arrêter après aussi l'enregistrement pour qu'on puisse échanger. Voilà, et puis que chacune se sente en sécurité par rapport à ça. Donc, je vais suspendre.